La veille de la fête de la Saint-Jean, Sophie s'affairait dans la cuisine de leur appartement à Lyon, cachant un sourire derrière ses cheveux bruns. Depuis plusieurs jours, elle organisait en secret une petite surprise pour Marc, rêvant de raviver la complicité de leurs anciens débuts. Elle avait réservé une table dans le bistrot où ils s'étaient rencontrés, préparé son dessert préféré, une tarte aux pralines roses, et même commandé des photos Polaroid à accrocher dans le salon. Tandis qu'elle rangeait les cadeaux, son téléphone vibra. Un message bref, reçu alors qu'elle passait l'aspirateur dans le couloir, et tout bascula. Marc lut le texto sans comprendre. Il y vit une ambiguïté, une phrase sortie du contexte, quelque chose qui, au premier regard, ne collait pas avec ce qu'il pensait connaître de Sophie. Pourtant, des années de confiance s'effondrèrent en quelques secondes. Bouleversé, Marc laissa éclater tout ce qu'il avait retenu. D'un ton fort, il lança des accusations, demanda des comptes, tout en ignorant les explications maladroites de Sophie qui s'empêtraient dans ses mots. La tension monta tellement vite que même les souvenirs des promesses d'amour, celles qu'il s'était faites lors de longues balades au bord du Rhône, virent brusquement remplacées par la colère et la douleur. À ce moment-là, c'est Hélène, la mère de Marc, qui fit irruption dans leur salon alertée par le bruit. Sans hésiter, Hélène prit le parti de son fils. Ses mots, durs, tombèrent entre les deux comme une barrière infranchissable. Elle fit comprendre que, quoi qu'il arrive, elle soutiendrait toujours Marc, quoi que Sophie tente d'expliquer. Dès lors, Sophie sentit son univers s'écrouler. Elle n'était plus seulement confrontée à la méfiance de Marc, mais se retrouvait aussi jugée par cette famille qui avait été la sienne depuis tant d'années. Sous le choc, elle regarda Marc, mais il évitait son regard. L'appartement, chaud et vivant, semblait soudain suffocant, rempli de silence lourd et de souvenirs meurtris. Elle comprit, au fond d'elle, qu'il ne lui restait aucun refuge. C'était comme si elle avait été poussée hors d'un foyer où la place d'amoureuse, de confidente et de belle-fille lui était retirée d'un trait. Sans avoir la force de riposter, Sophie rassembla quelques affaires, les yeux embués, persuadée que tout ce qu'il lui restait était d'accepter, au moins pour le moment, ce rejet brutal, né d'un malentendu qui avait brisé bien plus que des mots. Le couloir de l'immeuble résonnait de chaque pas de Sophie, ses chaussures raclant le carrelage comme pour mieux souligner sa solitude. Elle tenait quelques vêtements jetés à la va-vite dans un vieux sac à dos bleu, tandis que sa dignité, elle, semblait beaucoup plus lourde à porter. Une fois devant l'ascenseur, elle appuya sur le bouton avec la main tremblante. L'intérieur lui parut glacial, loin de l'agitation chaleureuse qu'elle avait connue dans l'appartement avec Marc. Elle fixait les portes métalliques, espérant qu'au moins leur reflet ne lui renverrait pas toute l'image de son chagrin. Autour d'elle, le bruit des autres voisins qui rentrèrent du travail lui rappelait cruellement qu'elle n'était plus chez elle. En descendant, elle revisualisait tout ce qui venait tout juste de s'écrouler. Les mots d'Hélène, tranchants et définitifs, tournèrent dans sa tête. C'était comme si elle avait été jugée sans même avoir eu le droit de se défendre. Même la dernière lueur d'espoir, celle de voir Hélène reconnaître la vérité et convaincre Marc, venait de disparaître. Hélène avait, sans hésitation, scellé le sort de son couple en refusant d'entendre la moindre explication. Sophie comprit à cet instant qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. En sortant de l'immeuble, l'air du soir lyonnais lui donna un petit choc. Elle sentit alors brutalement que plus rien autour d'elle ne lui appartenait. La ville, ses habitudes, les souvenirs des promenades main dans la main avec Marc dans les rues du Vieux-Lyon, tout cela semblait soudain étranger. Sur le chemin, vers la station de métro, elle composa le numéro de Camille, sa seule amie restée fidèle, installée dans le quartier de la Croix-Rousse. Un appel bref, presque murmuré, mais Camille promit d'ouvrir sa porte sans poser de questions. Tâtait, le métro, les pensées de Sophie se bousculaient. Elle avait mal, bien sûr, mais il y avait une réalité plus profonde encore, le poids doux, amer d'un secret qu'elle n'avait pas eu le temps de partager. Elle portait en elle le début d'une nouvelle vie.
Ce petit être qui ne connaîtrait jamais la paix d'un amour intact, né d'un couple que la jalousie avait détruit. Ce constat l'obligea à respirer profondément. Ce n'était plus seulement sa propre histoire à reconstruire, mais celle de cet enfant à venir. Dos haut. Passée face au vide, Sophie se promit en silence de tout recommencer, même si cela voulait dire repartir de zéro, seule. En arrivant chez Camille, Sophie n'eut même pas le temps de sonner, que la porte s'ouvrit sur l'étreinte réconfortante de son ami. L'appartement respirait la chaleur et la simplicité, une odeur de soupe flottait dans l'air, et quelques coussins moelleux attendaient sur le canapé. Sophie, bouleversée, laissa tomber son sac à dos et s'effondra dans les bras de Camille, incapable, pendant de longues minutes, de prononcer un seul mot sans fondre en larmes. Camille la conduisit doucement jusqu'au salon, lui tendit un verre d'eau puis s'assit à côté d'elle, le regard rempli de bienveillance, prête à tout écouter. Quand les sanglots devinrent moins violents, Sophie trouva le courage de murmurer ce qu'elle gardait pour elle depuis une semaine. Elle attendait un enfant. Camille resta un instant silencieuse, surprise puis touchée, puis la serra doucement contre elle. Entre deux silences, Sophie raconta les derniers événements, les accusations de Marc, le rejet soudain, l'impression d'avoir tout perdu en une soirée à cause d'un malentendu. Camille choisit ses mots, lui rappelant qu'il restait peut-être une chance de tout expliquer à Marc, d'effacer le doute qui avait tout détruit. Mais Sophie secoua la tête, déterminée malgré la douleur. Elle confia ne plus vouloir revenir sur ses pas. Sa décision était mûrie par la désillusion. Difficile d'imaginer grandir un enfant dans un foyer où la suspicion l'emporte sur l'amour. Pour elle, vivre dans le doute, tenter de sauver un couple déjà brisé, ce n'était pas offrir le meilleur à ce bébé. Camille insista, lui proposant au moins de livrer la vérité à Marc pour la paix de chacun. Mais Sophie refusa, expliquant qu'elle ne voulait pas d'une relation basée sur la méfiance ou sur la pitié, ni que la nouvelle vie qui grandissait en elle devienne un argument pour sauver leur histoire. Le silence revint, lourd mais nécessaire. À cet instant, Sophie sentit naître en elle le courage de tourner la page. Elle s'interrogeait sur ce que l'avenir lui réservait, doutait de ses capacités à tout reconstruire seule, mais l'idée de partir, loin de Lyon, loin des souvenirs, brûlants, commençait à prendre racine. Sans plan précis, avec pour seule certitude le désir d'offrir à son enfant un nouveau départ, Sophie comprit que la vraie force, ce serait peut-être juste d'accepter de tout recommencer. Les jours s'enchaînèrent lentement chez Camille. Sophie, comme dans une bulle, évitait soigneusement toute démarche qui la relierait à son passé. Elle n'allumait plus son téléphone, laissait ses comptes sociaux à l'abandon et filtrait chaque son de la rue comme si chaque pas dans l'escalier pouvait annoncer le retour de Marc. Malgré les supplications de ce dernier, qui avait tenté plusieurs fois de la joindre via des messages vocaux de plus en plus désespérés, Sophie tenait bon dans le silence. Camille, fidèle à sa promesse, lui offrait un abri et de la discrétion, n'essayant jamais de la pousser à faire un choix rapide. Tout ce temps, Sophie oscillait entre l'envie de repartir à zéro et la peur de se tromper. Elle se réveillait, souvent anxieuse, se demandant si l'avenir ne serait qu'une longue suite de compromis et de regrets, ou s'il lui restait une chance d'être heureuse ailleurs, sans les fantômes de Lyon. Les après-midi, elle arpentait le marché du quartier, remplissant le panier de Camille avec des légumes frais, puis passait le reste de son temps à contempler depuis la fenêtre les toits en tuiles rouges et la ville qui s'étalait au loin, familière et pourtant étrangère. Un matin, alors, qu'elle relevait machinalement ses emails, son regard s'arrêta sur un nom connu, Madame Leroux, sa professeure du lycée à Strasbourg, qu'elle n'avait plus vue depuis des années. Le message était simple mais porteur d'espoir, une opportunité de collaborer comme coordinatrice dans une association de soutien aux familles, basée dans la région de Bordeaux. Madame Leroux, ayant entendu parler des compétences humaines et de la force de Sophie à travers des collègues communs, lui proposait de saisir ce poste sans passer par le processus classique.
L'idée de Bordeaux, si loin de Lyon, de Marc et du passé récent, fit battre à nouveau le cœur de Sophie. Elle lut le message plusieurs fois. Camille la trouva, émue, un sourire timide sur le visage, hésitant entre l'appréhension et l'excitation. Après une longue discussion autour d'un café, Sophie comprit qu'elle avait au moins une chose à tenter pour elle-même et pour l'enfant à venir. Ce soir-là, avant de se coucher, elle rédigea une réponse simple. Elle acceptait le poste et promettait d'arriver à Bordeaux dans les 2 semaines. Pour la première fois depuis longtemps, elle ferma les yeux avec le sentiment fragile, mais réel, d'avoir fait un vrai choix, celui d'un nouveau départ, loin de tout ce qui l'empêchait d'avancer. Le départ pour Bordeaux fut bien plus bouleversant que Sophie ne l'avait prévu. Elle fit ses cartons d'une main tremblante, glissant parmi les épaules et les livres quelques souvenirs de son ancienne vie à Lyon, sans y penser trop longtemps. Camille l'accompagna jusqu'à la gare Saint-Exupéry, l'aida à porter ses bagages, et au moment des adieux, les 2 amis se promirent de ne jamais laisser la distance effacer leur amitié. Le train traversa la France d'est en ouest, et chaque kilomètre laissait derrière elle les ruelles lyonnaises, les souvenirs heureux, mais aussi, surtout, toutes les blessures. À Bordeaux, tout était nouveau. La lumière plus douce, l'accent, j'entends des collègues, les tramways qui coupèrent la ville. Pourtant, rien ne s'adoucissait réellement dans le cœur de Sophie. L'appartement modeste qu'elle avait trouvé près du jardin public semblait immense la nuit, vide et froid. À l'association, l'accueil fut poli, mais un peu distant. Les gens ici fonctionnaient en réseau serré, déjà habitués à collaborer, et Sophie se sentait souvent à l'écart. Son ventre commençait à s'arrondir, et la grossesse, loin d'être un simple détail, s'imposait chaque jour davantage. Elle jonglait avec la fatigue, les nausées et les premières inquiétudes qui lui harcelaient l'esprit bien après le travail. Certaines journées paraissaient insurmontables. Elle encaissait des remarques maladroites ou des sous-entendus. Elle sentait dans le regard de certains collègues le jugement ou l'indifférence. Son anonymat, d'abord recherché, lui pesait. Le soir, elle dînait seule, relisant parfois les quelques messages d'encouragement reçus de Camille ou de Madame Leroux, qui lui manquaient de plus en plus. Au milieu de toutes ces incertitudes, un rendez-vous médical bouleversa soudain la routine. L'échographie de contrôle, entre 2 questions posées par la gynécologue, révéla quelque chose d'inattendu. D'abord, Sophie crut avoir mal compris. Le médecin, souriant, lui expliqua qu'elle n'attendait pas un enfant, ni même 2, mais 3. L'annonce la laissa interdite. Le trajet du retour se fit dans un état second, chaque pas résonnant comme un écho de ses peurs. Tout d'un coup, la réalité changeait. 3 bébés, 3 vies à protéger, à aimer, à élever sans famille, ni partenaire à ses côtés. La perspective, déjà exigeante, devint terrifiante. Au creux de la solitude, Sophie sentit l'angoisse monter, car désormais chaque décision comptait triple et l'avenir paraissait plus incertain que jamais. Sophie épuisait ses jours et ses nuits à se demander comment elle pourrait bien élever 3 enfants toute seule. Chaque soir, elle faisait défiler mentalement les listes: couches, berceaux, rendez-vous médicaux et petits vêtements. Elle calculait encore et encore son budget, vérifiait les aides disponibles à Bordeaux et se plongeait dans les forums de parents, tentant de grappiller des conseils utiles. Mais malgré tous ses efforts, l'angoisse restait accrochée à ses pensées. Parfois, elle posait la main sur son ventre, caressait doucement les petits coups et murmurait des mots rassurants à ses futurs bébés, même si, au fond d'elle, elle doutait d'avoir assez de force. Pendant ce temps-là, à Lyon, Marc vivait son propre naufrage. Les jours se succédaient dans une sorte de brouillard. Ce fut seulement à la faveur d'un hasard, en retrouvant un échange de messages sur une vieille boîte mail connectée à son téléphone, qu'il découvrit enfin la vérité. Le fameux texto, mal lu ce soir-là, parlait tout simplement d'un projet surprise organisé par Sophie pour son anniversaire. La réalité lui coupa le souffle. La colère s'était emparée de lui pour rien, les accusations avaient été lancées sans raison. Dès lors,
Un sentiment de remords glacial s'empara de lui. Les souvenirs du bonheur perdu revenaient en vagues, accompagnés d'une certitude presque insupportable. Il avait tout gâché. Marc voulut corriger son erreur, retrouver Sophie, réparer ce qui pouvait encore l'être. Mais le silence lui répondit partout. Il appela leur ancien appartement, contacta des amis communs, même Camille, qui resta évasive. Cut off de tous. Les réseaux sociaux de Sophie. Il se heurta aussi à la fermeté froide de sa mère, Hélène, qui maintenait une distance vigilante et refusait de parler d'autre chose que du temps, s'assurant que son fils n'irait pas plus loin dans ses recherches. Chaque tentative de retrouver Sophie se transformait en impasse, comme si elle s'était dissoute dans le décor, effacée volontairement de son univers. Petit à petit, le poids du regret devint une compagne constante pour Marc. Leurs rêves, à deux, leurs plans pour une famille, tout semblait désormais effacé. Le vide laissait place à un silence lourd, rendant l'absence de Sophie encore plus douloureuse à supporter, tandis qu'à Bordeaux, sans le savoir, elle continuait d'avancer, portée par le seul courage qu'il lui restait. Ce que Marc ne pouvait pas imaginer, c'est qu'en coulisses, Hélène continuait à tirer les ficelles, persuadée qu'elle devait protéger son fils d'un retour douloureux ou d'une nouvelle humiliation. Elle fit appel à ses contacts pour brouiller toutes les pistes menant à Sophie. Un jour, alors que Marc, croyant enfin tenir un indice, engagea un détective privé, Hélène prit les devants. Elle rencontra discrètement le détective dans un café du centre-ville et, sans détour, le décida à mentir moyennant une belle somme d'argent, plusieurs milliers d'euros. L'homme peu scrupuleux accepta sans hésiter de fabriquer un rapport détaillé. Il prétendit avoir retrouvé la trace de Sophie à Vancouver, où elle aurait refait sa vie avec un Français expatrié et semblait tourner définitivement la page. Sous le choc du faux témoignage, la conviction de Marc bascula. Il passa d'une volonté féroce de retrouver Sophie à un sentiment d'impuissance totale. L'idée que Sophie soit heureuse ailleurs, bras dessus, bras dessous avec un autre sur un continent lointain, le brisa plus que tout. Il arrêta brutalement ses recherches. Sa douleur, au lieu de s'estomper, se transforma en une espèce de rancœur floue, un ressentiment aussi bien envers Sophie qu'envers lui-même. Dans cette confusion, Marc se jeta à corps perdu dans son poste à la Croix-Rouge, multipliant les heures et acceptant toutes les missions, même les plus ingrates. Il croyait que la fatigue ferait taire ce qu'il ressentait, mais même l'engagement auprès des sans-abri ou la gestion d'urgence ne parvenait plus à remplir le vide qui s'installait. Les soirées devenaient lourdes de silence. L'appartement s'assombrissait. L'écho du prénom de Sophie flottait encore parfois dans l'air. La perte de celle qu'il considérait comme la femme de sa vie ne l'aida pas à tourner la page. Pire, sa solitude pesa sur son efficacité et petit à petit, il relâcha ses efforts au travail. Les retards s'accumulèrent, ses dossiers traînaient et Marc finit par voir sa santé et ses finances décliner. Autour de lui, personne ne réussissait à briser la carapace de tristesse et d'incompréhension. Pendant ce temps, à Bordeaux, Sophie s'accrochait à sa toute nouvelle vie et à la promesse fragile des jours meilleurs, sans savoir qu'un simple mensonge avait tout précipité et que quelque part, leur histoire, jamais vraiment terminée, résonnait par petites ondes jusque dans leur absence partagée. À Bordeaux, la vie de Sophie prenait chaque jour une tournure différente, exigeante, mais souvent inattendue. Lors d'une réunion à l'association, alors qu'elle tentait de s'intégrer malgré sa fatigue, elle fit la connaissance de Laurence, une directrice dynamique de Médiation Bordeaux, partenaire du projet. Laurence n'était pas du genre à passer à côté des détails. Elle remarqua rapidement l'engagement de Sophie, sa façon d'écouter les bénéficiaires avec patience et de résoudre les situations délicates avec calme, même au bout du rouleau. Un jour, après une longue journée, Laurence l'invita à prendre un café pour discuter plus tranquillement. Lors de cette pause, Sophie se confia un peu plus, expliquant non seulement son nouveau poste, mais aussi sa grossesse particulière.
et comment la solitude la rendait parfois vulnérable. Laurence, elle-même passée par des moments difficiles en jonglant entre la vie familiale et la gestion de Médiation Bordeaux, comprit tout de suite la charge invisible que portait Sophie. Rapidement, elles commencèrent à partager davantage que de simples pauses déjeuner. Elles se téléphonaient en soirée, échangèrent des conseils pratiques sur la maternité ou sur le travail, et même quelques recettes pour égayer les journées fatigantes. Cette amitié solide devint un repère pour Sophie, qui jusque-là avait du mal à s'ancrer à Bordeaux. Laurence prit l'habitude de venir l'aider pour ses courses ou ses rendez-vous médicaux, et fut l'une des rares personnes à qui Sophie osa parler franchement de ses angoisses. Ce soutien, aussi affectif que logistique, changea beaucoup de choses. Grâce à Laurence, Sophie put découvrir Bordeaux d'une autre manière, apprendrait à contourner ses doutes et même à prendre goût à la ville et à ses habitants. Peu à peu, la relation évolua naturellement, mêlant admiration professionnelle et vraie tendresse. Laurence encouragea Sophie à présenter ses idées à l'équipe, puis la recommanda pour un projet pilote inédit sur l'accompagnement des familles monoparentales. Une chance inespérée qui permit à Sophie de se sentir enfin à sa place. Loin de Lyon, loin des blessures anciennes, elle se reconstruisait non seulement comme future mère, mais aussi comme femme forte et reconnue. Les éléments de ce nouveau réseau, plus soudés et sincères, commencèrent à remplacer doucement l'absence de la famille de Marc, offrant à Sophie une stabilité qu'elle n'aurait jamais cru possible. Grâce à cette amitié, elle aperçut enfin la lumière d'une vie plus paisible, prête à croire qu'elle et ses futurs enfants méritaient autre chose que le manque et la peur. Le grand jour finit par arriver, bouleversant totalement la routine de Sophie. Les 3 bébés, nés au CHU Pellegrin, remplissaient la chambre d'hôpital de petits cris. Dès les premières heures, Sophie comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Entre les biberons, les couches et les allers-retours, dans le couloir, il ne restait plus une minute de silence ou de répit. Les nuits étaient courtes, entrecoupées par les pleurs à tour de rôle, et chaque tétée devenait une organisation précise entre les 3 petits, où même la moindre erreur de timing pouvait tourner à la cacophonie. Sophie se retrouvait souvent démunie face à cette nouvelle jungle, malgré l'amour immense qu'elle portait à ses enfants. Heureusement, Laurence n'était jamais loin. Elle passait pratiquement chaque jour à l'aider, prenant un bébé dans les bras, s'occupant des lessives ou préparant des repas qui redonnaient un peu d'énergie à la jeune maman épuisée. Parfois, elles éclatèrent de rire juste parce qu'une minute de calme ressemblait à un miracle, partageant ce sentiment de solidarité sans lequel tout aurait été impossible. À travers ces moments d'entraide, un vrai équilibre s'installait et les 2 femmes commencèrent à envisager ensemble un avenir différent. Au fil des semaines, alors que les triplés prenaient un peu de poids et que Sophie maîtrisait peu à peu cette orchestration fatigante, une idée émergea lentement lors de longues conversations du soir. Toutes les 2 connaissaient bien le secteur de la petite enfance. Sophie par son expérience à la Croix-Rouge, Laurence par son réseau large à Bordeaux. Elle constatait combien il manquait de services simples et fiables pour les jeunes et parents, et combien cette aventure commune les inspirait. C'est ainsi qu'est né Nid Douillet, leur projet de cœur, une entreprise dédiée à simplifier la vie des familles débordées, proposant des services de garde, de conseil et des produits pratiques pensés par et pour les parents comme elle. Rapidement, Nid Douillet rencontra un franc succès. Grâce à Internet et aux bouche à oreille, de plus en plus de familles bordelaises faisaient appel à elle. Cette réussite apporta enfin la sécurité matérielle et la tranquillité d'esprit que Sophie croyait hors d'atteinte. Les triplés grandissaient dans cette chaleur nouvelle, entourés non seulement de leur maman et de Laurence, mais aussi d'un cercle d'amis et de collaborateurs fiers d'être solidaires. Pour la première fois depuis longtemps, Sophie pouvait regarder l'avenir avec confiance. Portée par la collaboration et l'amitié, elle avait construit une trajectoire à la fois sereine et pleine d'espoir pour elle et ses enfants. Alors que la vie de Sophie à Bordeaux prenait un nouveau tournant, celui de Marc à Lyon
prenait la trajectoire inverse. Le contraste était frappant. Alors que Nid Douillet prospérait et que Sophie découvrait la force d'une vraie équipe avec Laurence et ses enfants autour d'elle, Marc, lui, semblait s'enfoncer à chaque étape. À la Croix-Rouge, il multipliait les erreurs par lassitude et distraction, incapable de retrouver l'élan qu'il avait autrefois. Les réunions s'étiraient, les dossiers s'empilaient sur son bureau et l'énergie avec laquelle il abordait chaque mission disparaissait peu à peu. Sans Sophie à ses côtés pour recadrer ses décisions, il réalisait qu'il avait toujours compté sur son regard extérieur pour garder le cap, surtout dans les finances de l'association. Sans cet appui, il se sentit vite débordé. Il tenta de compenser ce vide intime par le travail, en acceptant des horaires toujours plus lourds, en repoussant les vacances et en s'investissant dans de nouveaux dossiers. Mais rien ne venait remplir le trou qui s'était creusé depuis le départ de Sophie. Plus Marc s'accrochait à son poste, plus il se fiait aux conseils d'Hélène, qui jusque-là se présentait comme celle qui voulait uniquement le protéger. Pourtant, au fil des mauvais choix stratégiques, il comprit que ses suggestions, loin de résoudre les problèmes, aggravaient la situation. Un investissement impulsif sur un nouveau programme qu'Hélène avait poussé sans vraiment connaître, le terrain coûta cher à la Croix-Rouge. La subvention attendue n'arriva jamais et l'association dut limiter ses actions. Marc assuma la responsabilité en silence, mais le malaise grandissait. Ce fut lors d'un échange anodin avec un collègue qu'il perça l'ampleur de la manipulation. Peu à peu, la colère contre lui-même se mélangea à la déception envers celle qui restait sa mère. Il mesura toute la portée de ses erreurs et le rôle que l'orgueil et la confiance aveugle avaient joué dans ses décisions. La frustration devint alors plus profonde, se transformant en une sorte d'autocritique hargneuse. Marc ne voulait plus être l'homme à la dérive, soumis au choix des autres et marqué par son incapacité à rebondir. Ce sentiment, nouveau, mais vital, fit germer une envie de changement. Il commença à envisager la possibilité de se racheter, pas pour retrouver sa vie d'avant, mais pour apprendre à exister autrement, malgré l'absence et la perte. 5 années avaient filé à toute vitesse depuis la naissance des triplés. Le quotidien de Sophie, autrefois si précaire, rayonnait désormais d'une stabilité apaisante. Nid Douillet était devenu une référence partout en France, et même à l'étranger, certaines familles relataient leur expérience avec leur service. Laurence et elle avaient construit une équipe soudée, et l'aventure avait dépassé tout ce qu'elle pouvait imaginer. Mais le plus précieux pour Sophie restait de voir ses enfants, Émilien, Lucas et Juliette, grandir au cœur d'un foyer chaleureux. Les 3 petits développaient chacun leur personnalité. Émilien, le plus rêveur, s'amusait à inventer des histoires tout en découpant des bouts de papier, tandis que Lucas montrait un goût certain pour les puzzles et la mécanique, et Juliette, toujours partante pour aider les autres, imitait sa mère et sa tatie Laurence dans le salon. Toutefois, dans cette belle stabilité, il y avait des limites qu'aucun succès ne pouvait effacer. L'absence du père demeurait une question sans réponse, comme un trou dans leur histoire. Les enfants, bien que curieux parfois, finissaient toujours par accepter le silence, suivi d'un sourire triste de Sophie, qui, incapable de tout expliquer, préférait offrir à ses 3 enfants une enfance sans brouillard de rancœur. Mais un matin, tout bascula. Émilien tomba malade, d'abord avec de la fièvre, puis de brusques saignements de nez, bientôt suivis d'une grande fatigue. L'hôpital de Bordeaux mena rapidement les examens nécessaires, et le verdict tomba. Émilien avait une maladie rare du sang, nécessitant un greffe urgente. À la difficulté déjà immense de trouver un donneur compatible, s'ajouta une mauvaise surprise. Une mutation génétique inattendue compliquait considérablement les choses. Plus aucun membre de la famille maternelle ne pouvait convenir, et les registres nationaux affichaient peu d'espoir. L'annonce fit l'effet d'une tempête dans la petite famille. Devant la gravité de la situation, Sophie, qui n'avait presque jamais évoqué Marc depuis tant d'années, sentit aussitôt l'urgence de recontacter celui dont elle s'était tant éloignée.
Les souvenirs, la rancœur, la peur de rouvrir de vieilles blessures, tout cela paraissait bien dérisoire face à la détresse d'Émilien. Laurence, en voyant le désarroi de son ami, insista doucement. Il fallait donner à Marc la possibilité de sauver son fils, quelle que soit l'histoire douloureuse entre les adultes. Ainsi, pour la première fois depuis longtemps, Sophie enfila son manteau, le cœur battant, décidée à rechercher Marc, même si cela signifiait replonger dans le passé pour un espoir de guérison. C'est dans la salle d'attente feutrée d'un hôpital que Sophie se rendit compte qu'il lui fallait franchir une étape encore plus difficile. Contacter Paul, son ancien beau-frère, qu'elle n'avait pas vu depuis près de 6 ans. Elle hésita plusieurs heures, le téléphone entre les mains, ruminant tous les souvenirs et les non-dits. Mais la détresse d'Émilien la ramena à l'essentiel. Le portable vibra une fois, puis deux. Laurence la suppliait, avec la délicate insistance de celle qui comprend qu'il n'y a tout simplement pas d'alternative face à une urgence pareille. Prenant une grande inspiration, Sophie envoya un simple message à Paul, en expliquant à demi-mot la gravité de la situation. Paul répondit rapidement, sa voix portant l'étonnement et l'inquiétude à la fois. Il accepta tout de suite de l'aider à prendre contact avec Marc, comprenant l'ampleur de la nouvelle. Il n'y avait ni cri ni reproche, seulement la conscience que le temps pressait et qu'il était question de vie ou de mort. Les jours suivants furent remplis de préparatifs anxieux. Sophie se sentit comme suspendue hors du temps, alternant entre le chevet d'Émilien et les longues discussions avec Laurence qui tentaient de la réconforter. Elle rassembla des photos récentes, un dossier médical complet, et se prépara à affronter en un seul échange toutes les cicatrices accumulées au fil des ans. La perspective de revoir Marc pour lui annoncer l'existence des enfants et surtout la situation d'Émilien la faisait frissonner de peur et d'incertitude, bien plus que de la colère ou de l'amertume. Paul organisa la rencontre dans un petit café discret de la presqu'île de Lyon, là où Marc avait l'habitude de déjeuner depuis sa réaffectation. Dès que Sophie franchit la porte, le mélange d'émotions submergea la pièce. Elle vit Marc, un peu vieilli, les traits tirés, mais il y avait dans son regard la même intensité d'autrefois. Avant même qu'il ne pose la moindre question, Sophie lui expliqua d'une traite la maladie, les années de silence, et enfin, « Marc, tu es le père de 3 enfants. Émilien a besoin de toi pour survivre. Il n'est pas question de revenir sur le passé, juste de donner à notre fils une chance, si tu le peux. » Lourd de secrets et de douleur, ce moment de vérité effaça toute fierté. Il ne restait plus que l'urgence vitale et l'espoir fragile que Marc puisse être ce donneur dont Émilien avait besoin. Le voyage de retour à Lyon fut chargé d'émotions, bien au-delà du simple déplacement. Sophie, désormais entourée de ses 3 enfants, sentait comme une boucle qui se refermait, mais dans des circonstances qu'elle n'avait jamais prévues. Laurence, fidèle depuis le début, tenait plus que jamais son rôle de soutien, allant jusqu'à organiser leur arrivée en hélicoptère afin de réduire la fatigue et le stress pour Émilien, dont l'état demandait une attention constante. Tout au long du trajet, Laurence gardait un œil bienveillant sur les enfants, les distrayant avec de petites histoires et des bonbons, pendant que Sophie essayait de calmer son cœur serré d'inquiétude à l'idée du face-à-face. En voyant les toits rouges de Lyon s'étendre à perte de vue, Sophie sentit un mélange étrange de nostalgie et d'appréhension. À l'atterrissage, tout était prêt. Une ambulance attendait pour conduire Émilien à l'hôpital Édouard Herriot, tandis que Paul gérait la logistique avec l'assurance de celui qui comprend l'importance de chaque minute. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à l'hôpital, Marc était déjà là, visiblement bouleversé et amaigri par les années de solitude et de revers. Le choc entre les 2 mondes fut immédiat et presque étouffant. D'un côté, la tribu portée par l'affection, et la solidarité de l'autre, un homme brisé par l'échec, qui n'avait plus rien à cacher derrière son air fatigué. Les enfants, muets d'émotion, observaient ce père inconnu, leur curiosité mêlée de prudence.
Marc s'approcha avec hésitation, les jambes tremblantes. Il ne put s'empêcher de laisser couler les larmes en croisant le regard d'Émilien, qui, malgré sa faiblesse, lui offrit un sourire timide. Lucas, pris entre l'envie de se cacher derrière Sophie et le besoin de découvrir ce visage tant évoqué dans les histoires de sa mère, finit par serrer la main de Marc, comme pour vérifier qu'il était bien réel. Juliette, d'habitude la plus téméraire, resta dans les bras de Laurence, ses yeux grands ouverts sur toute la scène. Aucun mot n'était vraiment nécessaire. Tout se lisait dans leurs gestes, la stupeur, la peur et aussi une part fragile d'espérance. Dans cette chambre blanche, le temps s'arrêta un moment. Marc, dévasté par l'épreuve de la faillite et par l'absence, découvrait en un éclair la somme de ce qu'il avait manqué. Face à cette famille recomposée sous la menace de la maladie, chacun chercha sa place. Mais déjà, en croisant ses petits regards, Marc comprenait qu'il avait peut-être une ultime chance à saisir. Les premiers instants de ce grand face-à-face furent un peu irréels, presque étouffants. Les enfants, trop jeunes pour maîtriser la retenue des adultes, posèrent d'emblée les questions qui brûlaient sur leurs lèvres. « Pourquoi tu n'étais pas là ?» lança Lucas d'une voix hésitante, le regard planté dans celui de Marc. Juliette, serrant fort la main de Laurence, enchaîna « Maman disait que tu étais loin, mais pourquoi tu n'as jamais téléphoné ?» Même Émilien, affaibli mais déterminé, demanda doucement « Tu as pensé à nous parfois ?» Face à cette pluie d'interrogations innocentes, Sophie sentit son cœur se serrer. Elle chercha du regard Marc, espérant y trouver un peu de force. Marc, les yeux embués de larmes, balbutia « Je suis désolé, je croyais, je ne savais pas comment revenir, je pensais que vous seriez mieux sans moi. » Les mots se bousculaient. Rien n'était clair ni parfait, mais l'honnêteté prenait le pas sur les vieilles justifications. Sophie tenta d'apporter sa propre part de vérité, attentive à ses enfants. Vous savez, parfois, les adultes, eux, font des choix qu'ils regrettent après. Moi aussi, j'ai eu peur de vous blesser en parlant du passé. Les enfants écoutaient, mi-fascinés, mi-désorientés, tentant de mesurer la distance réelle entre une maman présente et un papa soudain devant eux, qui était surtout un homme en perdition. C'est à cet instant que la porte s'ouvrit, brusquement laissant apparaître Hélène, la mère de Marc, visiblement prise de court par cette scène inattendue. Son regard parcourut la pièce. Elle reconnut Sophie, vit Laurence qu'elle méprisait secrètement, mais surtout découvrit les visages des enfants. Il était impossible de cacher la vérité désormais. Ils étaient la copie conforme de Marc, 3 versions miniatures de lui-même, posant une évidence impossible à nier. Hélène tenta de reprendre la main, usant de la voix dure et des vieux réflexes familiaux. Il faut penser à ce qui est raisonnable, à ce que les médecins disent. Mais pour une fois, personne ne l'écoutait. Les enfants, même intimidés, se rapprochèrent autour de leur mère et de Marc, et ce fut Lucas qui, d'un simple « Mamie, on veut juste que papa reste avec nous », mit fin à toutes les tergiversations. Dans cette chambre, la façade des secrets s'effritait. Pour la première fois, tous prononcèrent le mot « famille », avec hésitation mais sans détour, sachant que tout serait à reconstruire, lentement, avec patience et beaucoup de vérité. Dans les couloirs blancs de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon, l'attente se faisait sentir à chaque minute. Chacun guettait le moindre signe du laboratoire, l'espoir suspendu aux résultats des analyses de compatibilité. Marc, que tout le monde avait vu vaciller plus d'une fois, se tenait droit cette fois. Il ne quittait pas Émilien du regard, s'approchait du lit régulièrement, murmurait quelques mots, caressait la main de son fils. On percevait, dans ses silences comme dans ses gestes, une détermination toute neuve, comme s'il avait enfin trouvé ce pourquoi il devait se battre. Sophie observait Marc en cachette, touchée malgré elle. Elle n'avait jamais oublié tous ses défauts, mais devant cet homme transformé, elle sentit son propre cœur se fissurer doucement. Il n'était plus ce père absent de son histoire. Il était là, bien vivant, prêt à tout donner pour des enfants qu'il apprenait à connaître heure après heure.
Les triplés, eux, adoptaient sans hésiter ce parent redécouvert. Juliette, souvent collée à Laurence jusque-là, courait maintenant derrière Marc dans le couloir. Lucas s'asseyait près de lui pour lui parler de ses puzzles, et Émilien gardait sa main sans la lâcher, comme pour ne rien perdre de ce père retrouvé. Entre deux bilans médicaux, Sophie croisait Marc dans la salle d'attente, ou près de la machine à café. Les discussions, d'abord brèves et un peu gênées, devinrent peu à peu plus naturelles. Ils évoquaient les souvenirs d'avant, riaient parfois d'événements anodins, s'interrogeaient sur l'avenir d'Émilien avec la même inquiétude tapie. Ce climat nouveau fit naître une forme de confiance inattendue. Les murmures du passé, les vieilles rancœurs, tout cela semblait reculer à mesure que Marc montrait, jour après jour, à quel point il était prêt à réparer le temps perdu. Tandis qu'ils attendaient ensemble le verdict médical, Marc confia à Sophie « Je ne pourrai jamais effacer tout ce que j'ai raté, mais je veux vraiment être celui qui sera là. » Elle lui répondit avec un léger sourire, ému mais lucide. « Ça ne dépend pas que de toi. Il faudra du courage à tous les deux, mais on peut essayer. Pour eux et pour nous. » L'idée d'un avenir n'était plus simplement une page tournée, mais une porte entr'ouverte, prête à s'ouvrir si chacun acceptait de laisser enfin tomber les orgueils d'antan. Le verdict du laboratoire tomba enfin, mettant fin à une attente interminable. Marc était non seulement compatible, mais les médecins découvrirent qu'il portait, lui aussi, la même maladie sanguine rare qu'Émilien. Cette révélation jeta un froid dans la salle de consultation. Ni Marc ni Sophie ne se souvenaient avoir entendu parler d'un tel problème dans la famille, mais le passé, à bien y regarder, était entrecoupé de récits flous, de silences étranges concernant certaines maladies survenues autrefois du côté de la mère de Marc, Hélène. Les médecins expliquèrent à la famille que malgré la compatibilité, les soins devraient maintenant engager non seulement Émilien, mais aussi Marc. Le traitement complexe devait avoir lieu à Paris, dans un service spécialisé, ce qui signifiait, pour tout le monde, de quitter Lyon pendant plusieurs semaines, peut-être même quelques mois. La nouvelle fit l'effet d'un séisme, mais cette fois, personne ne chercha à se dérober. Sophie, pourtant attachée à ses habitudes organisées, comprit tout de suite qu'il fallait mobiliser toutes les ressources possibles. Laurence proposa de s'occuper des papiers, Paul de gérer la maison à Lyon pendant leur absence, tandis que les enfants, intrigués mais rassurés par la solidarité des adultes, commencèrent à concevoir cette aventure parisienne presque comme des vacances forcées. Dans les jours qui suivirent, de nouveaux éléments de compréhension surgirent. Marc, affaibli par la découverte de sa propre fragilité, confronta Hélène, qui finit par avouer à demi-mot avoir toujours voulu garder le contrôle pour éviter la vérité et protéger la famille des commérages. Les vieux schémas se fissuraient, et chacun dut admettre que les secrets, même bien cachés, finissent toujours par rejaillir. Ce dépouillement renforça les liens véritablement tournés vers le soin. Les priorités changèrent, plus personne n'avait besoin de jouer un rôle. Arrivés ensemble à Paris, la famille s'organisa dans un appartement prêté par un collègue de Laurence, près de l'hôpital Saint-Louis. Le quotidien fut rythmé par les allers-retours entre traitements, devoirs des enfants et repas préparés à la va-vite. Peu à peu, avec les difficultés imposées par la maladie partagée, une sincère entraide naquit entre tous. Les vieux conflits parurent fades à côté du besoin vital de rester unis. Chacun apprit à écouter, à reconnaître la fatigue ou la peur chez l'autre, et dans ce nouveau contexte, une nouvelle forme de famille se forma. Fragile, mais bien réelle. Les jours commencèrent à s'enchaîner à Paris, rythmés justement par les rendez-vous à l'hôpital Saint-Louis et par l'organisation improvisée du quotidien dans l'appartement prêté. Pour la première fois de leur vie, Lucas, Juliette et Émilien découvraient ce que cela voulait vraiment dire d'avoir leur père à la maison chaque matin, du petit déjeuner jusqu'à la dernière histoire racontée au moment du coucher. Marc, toujours un peu maladroit, s'appliquait de son mieux,
Il aidait Lucas à réviser ses tables de multiplication, fabriquait des marionnettes en chaussettes pour amuser Juliette, ou s'asseyait à côté d'Émilien pour suivre avec lui les progrès du traitement. En restant présent au quotidien, Marc montrait clairement que son intention n'était pas de disparaître à nouveau. Il écoutait les enfants, s'intéressait à leur journée et tâchait de réparer en actes tout ce qui n'avait pu l'être avec des mots. Il acceptait même les remarques parfois rudes de Lucas, les bouderies de Juliette, sans jamais s'énerver ou fuir la discussion. Il voulait leur prouver, un pas après l'autre, qu'il pouvait être bien plus qu'une simple histoire dans les souvenirs de Sophie. Sophie, elle, observait tout cela sans pouvoir entièrement se protéger du doute. Il y avait des jours où elle repensait aux déceptions passées, où elle se demandait si elle ne risquait pas à nouveau d'être trahie. Mais à chaque sourire des enfants, à chaque confidence de Juliette sur la fierté d'avoir « papa » qui vient me chercher à l'école, elle sentait une partie de ses résistances tomber. L'image de Marc changeait doucement. Il n'était plus celui qui avait tout gâché, mais un père qui, abîmé par ses démons, faisait de vrais efforts pour recoller les morceaux. Cette ambiance nouvelle profitait surtout aux enfants. Ils savouraient chaque moment de vie ensemble. Les repas où l'on riait, les devoirs faits sur la table du salon, les footings improvisés au parc des Buttes Chaumont le dimanche matin. Sophie et Marc recommençaient peu à peu à discuter, calmement, à prendre des décisions ensemble, portés par la joie évidente des jumeaux à avoir papa et maman là, ensemble, dans leur nouvelle réalité. Plus le temps passait, plus le respect et la complicité, brisés trop tôt dans le passé, retrouvaient leur place, notamment grâce à la simplicité du bonheur partagé par leurs 3 enfants, tellement heureux de vivre enfin comme une vraie famille. Le jour tant attendu arriva finalement. Émilien subit la greffe et contre toute attente, son corps réagit vite et bien. Les médecins parlaient de progression exceptionnelle, et même si la prudence restait de mise, l'optimisme se lisait sur les visages fatigués d'avoir trop espéré. Après quelques semaines de soins intenses à l'hôpital, l'autorisation de rentrer à l'appartement fut ressentie comme une petite victoire par toute la famille. À Paris, Sophie improvisa une soirée simple pour souligner ce moment. Autour d'une tarte maison et de jus d'orange, chacun savourait la chaleur de ce quotidien retrouvé, sans effusion exagérée. Les triplés riaient au salon. Juliette avait ressorti un vieux jeu de société. Lucas n'arrêtait pas de parler du film qu'ils verraient ensemble le lendemain. Marc, s'adossant à la fenêtre, lançait parfois à Sophie un regard complice. Il n'y avait plus besoin de mots pour comprendre ce qu'ils avaient traversé. Cette période devint un tournant discret mais fondamental. Les cicatrices du passé persistaient, bien sûr, mais elles laissaient place à une relation adulte et apaisée. Sophie et Marc ne forçaient rien. Ils se découvraient, différents et pourtant familiers. Il n'y avait plus d'illusions, plus de fausses promesses, juste la volonté sincère de fonctionner ensemble, d'être là pour les enfants et aussi l'un pour l'autre. Les discussions sensibles, qui avant auraient déclenché des disputes, étaient cette fois franchies avec calme, comme si traverser tant de tempêtes avait appris à chacun la valeur d'une confiance simple. Dans ce climat d'apaisement, Laurence proposa à Marc de collaborer à la gestion de la branche parisienne de l'entreprise qu'elle développait. Ce n'était pas seulement une opportunité professionnelle, c'était aussi une façon pour Marc de s'ancrer davantage dans ce nouveau chapitre près de sa famille. De fil en aiguille, travailler quotidiennement avec Laurence et croiser, régulièrement Sophie fit évoluer leur relation. Ils partagèrent des idées, des déjeuners pressés entre 2 rendez-vous et beaucoup de petites attentions, témoignages d'une complicité nouvelle et profonde. Le fait de s'investir, autant dans le travail que dans la vie de famille, fit surgir de nouvelles émotions. Cette fois, rien n'était précipité ni caché. Les sentiments, longtemps étouffés par les douleurs anciennes, refaisaient surface doucement, construits sur la franchise et le respect, comme si enfin chacun avait trouvé sa vraie place. Le temps passa doucement, donnant à chaque membre de la famille l'occasion de s'installer dans cette nouvelle vie.
Plusieurs mois après le retour à Paris, ils décidèrent de fêter les 10 ans des triplés d'une manière qui leur ressemblait. Une petite fête dans le jardin de leur nouvelle maison, à 2 pas du parc des Buttes-Chaumont, réunissant seulement les amis proches et la famille immédiate. Ce fut un jour lumineux, sans exigence particulière, mais riche en détails simples. Des guirlandes de papier accrochées aux arbres, un grand gâteau au chocolat fait par Sophie et Juliette, des ballons multicolores flottant dans l'air. Marc organisa un concours de jeux de piste. Laurence apporta des bonbons et Paul raconta à table quelques anecdotes amusantes sur les enfants, déclenchant des éclats de rire. Chacun discutait tranquillement, profitant du doux après-midi. Les enfants couraient pieds nus sur l'herbe. Les adultes, eux, refaisaient le monde sur une petite terrasse, un verre de jus ou de vin à la main. Au fil des conversations, il devint évident que ce qui se vivait là n'était plus simplement une phase. Tous s'étaient apprivoisés, avaient traversé les tempêtes, et la présence de chacun s'était transformée en ancrage solide. La discussion, à un moment, dériva vers la famille, vers le sens de l'engagement. Marc et Sophie échangèrent un regard complice, et comme si tout était évident, Marc proposa, devant tout le monde, de sceller cette aventure en organisant une petite cérémonie symbolique. On choisit de faire cela le lendemain, juste entre eux, sans habit particulier, ni grand discours, simplement réunis sur la pelouse devant la maison. Il n'y eut ni mère ni prêtre, juste un cercle formé par les enfants, Laurence et Paul. Au centre, Sophie et Marc se souriaient. Ils prirent la main l'un de l'autre, échangèrent quelques mots si simples mais pleins de sens. Ils se remerciaient d'être encore là, de s'être pardonnés, de bâtir ensemble cette vraie famille, à leur façon, loin des modèles parfaits, mais si sincères pourtant. Les triplés, jamais aussi heureux que ce jour-là, lancèrent des poignées de confettis pour célébrer ce nouveau départ. Ce moment, sans faste ni grande promesse, valait pour eux tous bien plus qu'une fête. C'était la reconnaissance que leur bonheur s'était construit sur la franchise, le pardon et l'amour retrouvé, durable, solide, enfin partagé. D'attente. Fin de journée, quand le calme retomba sur la maison bordant le parc des Buttes-Chaumont et que les dernières miettes de gâteau furent balayées de la nappe, Sophie et Marc s'installèrent près du jardin, à l'endroit où l'herbe était un peu plus haute, observant leurs enfants courir dans la lumière dorée du soir. Non loin de là, sur la pelouse, le fameux hélicoptère miniaturisé, cadeau que Paul avait fait aux triplés après leur retour à Paris, était devenu l'attraction principale de Lucas, Juliette et Émilien. Ils jouaient à s'imaginer pilotes, à inventer des missions quasi impossibles, riant fort, comme s'ils essayaient d'attraper le ciel avec les mains. Ce petit hélicoptère, qui avait autrefois symbolisé tant de distance et de rupture, entre Paris et Lyon, entre passé et avenir, entre rêve et réalité, avait pris un sens nouveau, inattendu. Sophie repensa à cette époque récente où chaque déplacement en urgence, chaque bruit de rotor lui rappelait à quel point tout tenait à peu de choses. Mais maintenant, assise aux côtés de Marc, elle sentait une paix sincère, celle d'avoir transformé les obstacles en quelque chose de constructif. Marc, les yeux fixés sur les enfants, souffla doucement. « On n'aurait jamais cru revenir ici. Pas comme ça. » Sophie eut un sourire, avec ce mélange de gratitude et de tendresse qui ne quitte plus vraiment les familles recomposées après la tourmente. Eux deux n'étaient pas devenus parfaits, loin de là, mais ils savaient, par expérience, que ce n'est pas la perfection qui fait tenir les familles, mais l'acceptation, la persévérance et la capacité de recommencer, même quand tout semble perdu. Ils restèrent là un long moment, à savourer ce moment suspendu, marquant la fin d'un cycle et le début d'un autre. Avec leurs enfants, ils n'avaient rien d'un conte de fées. Il y avait eu des tempêtes, des erreurs, des mots trop vite dits, des silences lourds. Mais ils avaient bâti, morceau par morceau, une famille nouvelle, solide parce qu'elle savait le prix des secondes chances.
Le soir tombait sur Paris, les rires des triplés résonnaient encore, et Sophie comme Marc comprenaient au fond d'eux que, dans chaque atterrissage ou chaque envol de leur histoire, ils resteraient, tous, ensemble, prêts à se soutenir face à ce que la vie leur proposerait. Rien n'était parfait, mais tout était vrai.